Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du samedi 20 décembre 2025, et aujourd'hui on va parler de plusieurs gros sujets différents. Déjà on parlera de Renault, et oui, puisque sa Renault 4 électrique est un flop commercial, même Renault le reconnaît officiellement, et aujourd'hui en vidéo on essaiera d'expliquer un petit peu pourquoi la recette, qui est pourtant la même que celle de la Renault 5 électrique, ne marche absolument pas dans le cas de la R4, chiffre à l'appui. Nous parlerons également innovation automobile avec la marque chinoise Chery, qui vient de présenter un nouvel acier aux propriétés assez exceptionnelles. On parlera ensuite du groupe Stellantis pour deux actualités différentes. Déjà parce que Peugeot travaille à l'arrivée d'un nouveau SUV dans sa gamme, et oui, encore un supplémentaire, mais aussi parce que du côté de Maserati, et ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé, Stellantis a enfin pris une bonne décision en ce qui concerne l'avenir de la gamme. Ce sont les sujets de cette vidéo du samedi 20, j'espère que les sujets choisis vous intéresseront. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant cette vidéo si l'option apparaît chez vous après l'avoir liké, et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire pour améliorer la visibilité de cette vidéo en donnant votre avis sur l'actu du jour. Dans cette vidéo, on va parler de Renault et de sa Renault 4 qui est en train de tourner au flop commercial. Ça fait 6 mois qu'elle est sur le marché et ça fait 6 mois qu'elle est complètement éclipsée par un autre modèle de chez Renault, la Renault 5 électrique, dont les ventes sont 6 fois supérieures à celles de la Renault 4 en France. Ce décalage met en lumière quelque chose qu'on peut constater chez à peu près toutes les marques européennes, le segment des B-SUV, donc les SUV compacts dont la Renault 4 fait partie, semble nettement moins porteur que son équivalent thermique. Et dans le cas plus précis de Renault, il révèle probablement les limites de la stratégie de réinterprétation rétro engagée par Renault. Ce qui est assez intéressant, c'est que la contre-performance de la Renault 4 électrique tranche clairement avec la dynamique globale du constructeur. Sur l'année 2025, Renault s'est plutôt bien débrouillé, ses ventes ont progressé de 9% sur un marché qui est globalement en recul de 0,3%. Pourtant la R4 électrique, qui a semblé d'ailleurs en France un maubeuge, n'a séduit que 5231 clients depuis son lancement, c'est-à-dire moins de 1000 ventes par mois. Elle est ainsi reléguée à la 71e place du classement du top 100 des voitures françaises, alors que sur la même période, la R5 a fait 31 000 immatriculations et est même rentrée grâce au leasing social le mois dernier dans le top 10 des ventes françaises. Même du côté de chez Renault, on reconnaît que les ventes de la Renault 4 électrique sont en dessous des attentes, même si on essaye de se rassurer en se disant qu'il est toujours trop tôt pour tirer des conclusions définitives. N'empêche qu'en attendant, la R4 elle était aussi éligible au leasing social et qu'elle en a quasiment pas profité. Pour le leasing social, les Français se sont très majoritairement tournés vers la Renault 5, preuve quand même d'un certain désintérêt pour cette nouvelle R4 électrique. Après, il faut le dire, la Renault 4 en elle-même a plusieurs problèmes. Déjà, ceux qui achètent un petit SUV, qui va être souvent utilisé comme le véhicule principal du foyer, attendent souvent une autonomie supérieure à celle d'une voiture plutôt citadine compacte comme la Renault 5 électrique. Le problème, c'est qu'avec son design très haut sur pattes, la Renault 4 affiche en réalité des performances d'autonomie inférieures à celles de la Renault 5. Ça se joue à pas grand-chose, 409 km à la place de 410 pour la Renault 5, alors qu'on aurait pu en attendre une plus grande autonomie puisqu'il aurait dû être plus polyvalent. Et puis surtout, il y a la question du prix. Pour un style moins dynamique, une autonomie un tout petit peu inférieure, il faut pourtant débourser 5 000 € de plus pour la version entrée de gamme de la Renault 4, avec 29 900 € pour la R4 contre 24 900 pour la R5, et puis il faut débourser 4 000 € de plus, donc 33 000 contre 29 000 pour la R5, pour profiter des batteries 52 kWh. On verra donc comment les ventes évoluent ces prochains mois, mais il y a quand même des chances qu'avec cette R4, dont la sortie n'a pas fait tant de bruit que ça, Renault ait trouvé les limites du néo-rétro revisité sauce électrique. Espérons donc pour eux que ce sera différent pour la Twingo, qui joue quand même globalement sur la même corde. Je voulais aussi dans cette vidéo vous parler un petit peu innovation automobile avec le constructeur chinois Chery qui, en partenariat avec le sidérurgiste HBIS Group, qui vient de dévoiler un nouvel acier destiné à l'industrie automobile qui affiche entre autres une résistance inédite. Ce super acier affiche en effet une résistance de 2400 MPa. MPa c'est mégapascal. Si vous n'êtes pas familiarisé avec le concept de mégapascal, ici 2400 mégapascal, ça veut dire que chaque millimètre carré de cet acier peut résister à une pression de 2400 newtons. C'est 200 de plus que le record précédent qui était jusqu'ici détenu par Xiaomi, et c'est surtout bien au-dessus des 1300 à 1800 mégapascales qui sont couramment employés dans la construction automobile. Faire des aciers extrêmement résistants, on sait le faire. La particularité de cet acier, c'est qu'en plus d'être très résistant, il préserve des propriétés essentielles comme la formabilité et la stabilité du matériau. Pour faire très simple, cet acier, en plus d'être extrêmement résistant, il est suffisamment malléable pour qu'en usine, on puisse lui donner la forme nécessaire à la réalisation de plusieurs pièces automobiles.
L'intérêt d'avoir un acier aussi résistant, c'est de pouvoir consolider certaines zones du véhicule nécessaires à la sécurité. Les montants de caisse, les barres anti-intrusion qui permettent de limiter l'enfoncement d'une porte lors d'un choc latéral, ou encore les traverses de protection qui en cas de choc servent à limiter la déformation de l'habitacle. Techniquement donc, avec un acier encore plus résistant comme celui dont on parle depuis quelques instants, on pourrait soit améliorer la sécurité des occupants d'un véhicule, soit conserver un niveau de sécurité égal en réduisant la quantité de matière nécessaire, qui permettrait donc d'alléger en partie les véhicules et d'améliorer leur efficacité énergétique. Il faudra attendre maintenant de nombreuses années pour que ces matériaux deviennent éventuellement un jour un standard dans l'industrie automobile. En attendant, c'est très intéressant de voir les marques chinoises qui innovent sur à peu près tout, de la batterie au système hybride, en passant par les systèmes de sécurité et les aciers haute résistance. L'industrie européenne a du souci à se faire. Dans cette vidéo, on va parler de nos amis de chez Peugeot. Peugeot a déjà une gamme assez bien fournie, voire peut-être même surchargée en termes de SUV. Il y en a 4 actuellement, le 2008, le 408, le 3008 et le 5008. Mais apparemment, c'est pas assez, puisque Peugeot est jaloux du succès du Renault Symbioz. Il était jusqu'à il y a peu dans le top 10 des ventes françaises. Il en est sorti parce que, grâce au leasing social dont il ne profite pas, d'autres voitures comme la Renault 5 ont pris sa place. Mais c'est environ 30 000 exemplaires qui ont été vendus sur le sol français entre janvier et novembre. Le Symbioz qui est un SUV au style compact classique dont les dimensions sont situées pile poil entre celles d'un Peugeot 2008 et celles d'un Peugeot 3008. Avec le Symbioz, Peugeot a bien remarqué qu'en France, et d'ailleurs ailleurs en Europe aussi, il y avait une vraie demande pour un SUV à la fois statutaire, sobre et spacieux. Raison pour laquelle en interne, on travaille sur l'arrivée d'un nouveau SUV qui sera basé sur la plateforme Stellantis STLA Small, qui lui permettra d'ailleurs de proposer différents types de motorisation, aussi bien d'électrique, du thermique et de l'hybride, probablement même aussi de l'hybride rechargeable, pour proposer un SUV qui sera justement entre le 2008 et le 3008. En dehors de ces précisions sur la plateforme utilisée, il y a très peu d'informations qui le concernent. Deux questions quand même taraudes à propos de ce véhicule. Déjà, quel nom aura-t-il? Le 2008 c'est le petit SUV, le 3008 c'est le moyen SUV. S'appellera-t-il 2508 ou 2009? À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais surtout, deuxième question, est-ce qu'on va pas arriver au SUV de trop? On verra ce que ça donnera dans les prochains mois. Ce qui est assez intéressant quand même, c'est qu'il y a quelques semaines, la direction de Peugeot et de Stellantis avouait qu'elle savait que le marché du SUV était surchargé, que sa mode était terminée et qu'on allait arriver probablement dans les prochaines années à une baisse probable de la part de marché des SUV. Est-ce que c'est pas un peu tard? Affaire à suivre. On va parler de Maserati qui a enfin pris une bonne décision. Ça fait quand même plusieurs années que la marque fait un petit peu n'importe quoi du côté de ses motorisations, après avoir fait disparaître le V8 et après avoir misé sur des modèles tout électriques que finalement la marque a abandonné en cours de route. Elle a finalement décidé d'abandonner ses motorisations 4 cylindres d'entrée de gamme. Il était disponible notamment sur le Grecale, le SUV de la marque au Trident, notamment dans sa version Modena qui disposait donc d'un 4 cylindres hybride turbo de 2 litres qui proposait jusqu'à la fin de cette année 2025 296 ou 325 chevaux selon la finition. Cette version Modena va être conservée, mais Maserati va remplacer son 4 cylindres par un nouveau V6. Enfin, par un nouveau V6, en réalité il s'agit d'une version dégonflée du V6 Nettuno 3 litres qu'on retrouve par exemple sous le capot des versions Super Trofeo. Alors ce qui est assez intéressant aussi, c'est que bon bah déjà passer d'un 4 cylindres à un V6 pour l'entrée de gamme, c'est un peu plus noble pour une marque qui se veut luxueuse. Ce changement c'est une triple bonne nouvelle pour les clients qui, bon bah déjà de 1 vont profiter d'un moteur plus noble, mais également, et c'est la deuxième bonne nouvelle, d'une motorisation plus puissante, puisqu'elle va passer de 325 chevaux à 386, et le tout, c'est la troisième bonne nouvelle, pour un prix qui reste inchangé, c'est-à-dire 73 500 €. Par contre, il y a toujours une bizarrerie, c'est que pour son prochain millésime de Grecale, Maserati n'abandonne pas les versions 100% électriques. La question qui se pose, c'est qui va en acheter, sachant que déjà, sur le papier, techniquement, c'est pas un très bon véhicule électrique, c'est 443 km d'autonomie, c'est pas énorme, même si c'est environ 45 de mieux que l'ancienne génération électrique, grâce à un système de déconnexion de la transmission intégrale qui permet d'optimiser un petit peu l'autonomie. L'aberration de cette version 100% électrique, c'est qu'elle sera vendue 103 100 €, c'est la version la plus chère de la gamme, plus chère que le Grecale Trofeo, qui est plus performant, et 30 000 € presque de plus que la version Modena, qui en plus d'être plus attirante pour la clientèle fortunée grâce au V6, est également beaucoup plus autonome. Reste à voir donc ce que Maserati
Maserati nous réserve pour le reste de la gamme dans les prochaines années? Est-ce que cette montée en gamme de l'entrée de gamme de Maserati se retrouvera également sur les modèles plus haut de gamme? Est-ce qu'on verra enfin un moteur digne de ce nom arriver sous le capot d'une future GT ou d'une future supercar? L'avenir nous le dira, et vous pouvez bien sûr compter sur moi pour vous tenir informé, raison pour laquelle je vous conseille bien sûr de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer les notifications pour ne rien manquer des sorties des prochaines vidéos, et puis en ce qui concerne celle-ci, n'hésitez pas, si vous l'avez appréciée, à laisser un petit like, à commenter, et pourquoi pas devenir un soutien via le bouton rejoindre sous celle-ci. On se retrouve dès demain pour la dernière vidéo de la semaine, portez-vous bien, ciao.